La gauche a besoin de nous. Debout, les socialistes. La France a besoin de vous. Je crois que la vie privée, c'est la vie privée. Et donc, si on veut qu'on respecte votre vie privée, il ne faut pas que vous l'étaliez. Et donc, je ne ferai pas de commentaires. 15 jours avant, tout Paris politique lui court après. Je me remémorais le Dominique Strauss-Kahn que j'avais connu et je me disais, tiens, mais combien peut-il y avoir d'hommes en un seul homme? Sur les sentiments, je suis volontiers plus réservé, plus timide. Dominique Strauss-Kahn, il a 7 vies comme il a 7 téléphones. Je pense pas qu'il était vraiment habité, comme je l'ai vu chez l'autre, par cet unique souci d'arriver. Vous pouvez effectivement dire, regarde, je tape 2 coups sur la table et la fille en face écartera les jambes. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui, en l'espace de 48 heures, sont passés de l'Olympe dans une prison du type Alcatraz. Maire, ministre, patron du FMI, Strauss-Kahn aura été un grand dirigeant. Bon, ensuite, il y a la suite, quoi. Voilà, c'est fini. DSK ne sera jamais président de la République. La France, abasourdie, pensa immédiatement au complot. Les socialistes, ses amis, qui croyaient jusque-là avoir couvé un demi-dieu, se demandèrent s'ils n'avaient pas plutôt accouché d'un monstre. En quelques minutes, à ciel ouvert, le maître du FMI, le vainqueur annoncé de la présidentielle française, l'animal politique promis au plus glorieux des destins, était devenu la bête du Gévaudan, l'enfant obscène que Don Juan aurait eu avec Jacques l'Éventreur. Moi, je l'avoue, je me sentais en décalage avec la grande majorité de mes concitoyens. Je n'avais pas plus qu'eux le fin mot du scénario, mais je ne le trouvais pas impensable, justement. Les psychanalystes ne sont pas des juges. Ils n'établissent pas les responsabilités. Ils ne répartissent pas les torts. Mais dans certaines situations pénibles, voire épouvantables, que chacun de nous pense avant tout subir, ils posent des questions simples. Quelle logique as-tu suivi pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est répété dans ta vie qui annonçait le jour fatal où tout a basculé? Et ces événements qui t'accablent aujourd'hui, en quoi pouvais-tu les anticiper? C'est ici, à 5900 km de New York, que commence l'histoire de DSK, et c'est ici qu'il a connu ses derniers jours de paix. Ce printemps 2011, il allait avoir 62 ans, et ce n'était pas un hasard si juste avant d'entrer en lice pour l'élection présidentielle, il avait décidé de revenir à Agadir, où il avait passé la plus grande partie de son enfance. Il vint s'asseoir un long moment sur la terrasse de la suite qu'il occupait avec son épouse Anne Sinclair, une autre suite que la 2806, un autre Sofitel que celui de New York, et il pensa à son passé bien plus qu'à son avenir. Il téléphona alors à sa sœur Valérie pour lui dire l'émotion qu'il éprouvait à entrevoir les ombres de son enfance. Elle le trouva serein, détendu, et elle interpréta cette parenthèse ensoleillée comme un retour aux sources, dans cette ville où, au tout début des années 50, il avait été si heureux et si insouciant, quand chaque fin d'après-midi, il retrouvait ses copains pour jouer sur la plage ou sur le terrain vague en face de chez lui. Quand le petit Dominique fait ses premiers pas, le Maroc est encore ce qu'on appelle par euphémisme un protectorat. Son père, Gilbert, abandonnant le cabinet de conseil juridique qu'il tenait à Paris, avait décidé d'y tenter sa chance et la chance lui avait souri. Bien intégré dans la petite communauté des expatriés, lié au milieu franc-maçon et socialiste, il pensait y avoir trouvé un Eldorado pour ses 3 enfants, dont DSK était l'aîné. À l'école publique, où DSK est inscrit, la plupart des élèves sont comme lui, français, les enfants marocains étant beaucoup plus pauvres et beaucoup moins scolarisés. Les inégalités l'intriguent,
Certains Arabes sont riches, mais curieusement, aucun Français n'est pauvre, constate-t-il avec à-propos, même s'il est encore trop jeune pour chercher à comprendre plus avant les méfaits du colonialisme. Par ceux qui l'ont connu à l'époque, le petit Dominique est décrit comme un garçon blagueur, affectueux et doué d'une prodigieuse mémoire, lui simplifiant la vie à l'école. Du côté des grands-parents maternels de DSK, il y a d'abord André, un homme séduisant qui vint au monde après 6 sœurs, grandit couvé par les femmes qui l'entouraient et vécut toute sa vie en restant structurellement infidèle. Il y a ensuite Blanche, son épouse, aussi brillante que son mari était coureur, engagée comme infirmière pendant la guerre de 14-18 et l'une des premières chirurgiens dentistes en France. Mais pour DSK, il y a surtout ses grands-parents paternels et ce secret de famille que révélera son biographe Michel Taubman. Regardez cette photo. Elle a été prise en 1926. Le petit garçon, là, à gauche, c'est Gilbert, le père de DSK. Il a 8 ans, il est sans doute en vacances, il revient ou il part à la pêche. À côté de lui, l'homme à la casquette, c'est Gaston, son père, le grand-père de DSK. Elle, c'est Yvonne, sa femme, la grand-mère de DSK. Ah, je ne vous ai pas parlé de lui que le photographe a saisi entre Gaston et Yvonne. C'est le cousin Marius, il n'a que 22 ans et c'est l'amant d'Yvonne. L'amant que le mari trompé laisse vivre sous son toit et dont il cautionne les ébats amoureux avec sa propre épouse. Eh bien, c'est cet amant, ce joli cœur, ce transgresseur, ce grand-père adoptif, dont DSK voulut, dans les années 70, prendre officiellement le nom. Car jusqu'à la vingtaine, DSK était appelé Strauss, et seulement Strauss. Strauss comme son père, Strauss comme le père de son père, car c'était Marius qui s'appelait Kahn. Et Dominique, en s'emparant du signifiant Kahn, en choisissant de devenir DSK, inscrivit de fait dans son propre nom, et le refus des convenances, et l'adultère, et l'interdit. La découverte à Agadir de ce secret de famille n'est pas le seul événement de l'enfance de DSK sur lequel on peut poser, disons, un regard freudien. Il y en a au moins un deuxième, et cette fois-ci aussi bruyant que le premier fut étouffé. À Agadir, la mort a frappé en pleine nuit. C'est comme si un poing monstrueux s'était abattu sur la ville, écrasant les 3/4 des maisons et des immeubles, emprisonnant sous la lourde dalle de leurs toits en terrasse des milliers d'habitants, morts ou vifs. Il a suffi de 15 secondes pour anéantir une ville de 35 000 habitants, pour faire de ce coin de paradis un charnier, pour ajouter le nom d'Agadir au martyrologe des cités qui, tout au long des siècles, ont été rayées par les cataclysmes de la surface de la Terre. Les années 50 viennent de se terminer, DSK est en 6e, il dort dans l'appartement familial, dans cet immeuble qui miraculeusement résiste. Avec ses frères et sœurs, il dévale 4 à 4 l'escalier et se précipite dehors, où la ville est recouverte d'un épais nuage de poussière. Toutes les maisons de mes camarades de classe, racontera DSK, étaient écroulées, affaissées, effondrées, et eux dessous. Qu'on ne s'y méprenne pas. Il n'y a pour la psychanalyse aucun enchaînement mécanique des événements, aucun fait, que ce soit l'infidélité d'André, la complaisance de Gaston, la témérité de Marius, ou même le traumatique tremblement de terre d'Agadir, aucun fait n'a déterminé le destin de DSK. Mais l'hypothèse toute freudienne qu'on peut formuler, c'est que son inconscient l'a convaincu qu'il ne sert à rien de se cacher dans les placards comme les amants craintifs, et pas davantage sous les alcôves et le toit des maisons qui peuvent toujours s'effondrer et vous ensevelir. C'est le DSK que je vois naître au sortir de son enfance, l'homme d'une libido à ciel ouvert, craignant par-dessus tout d'être enterré vivant, enterré sous les précautions et les contraintes et n'hésitant pas à s'exposer, sinon à s'exhiber pour se sentir libre. Quand ils ont appris en direct des États-Unis que le sort de DSK était scellé, nombre de commentateurs se sont peu préoccupés de ce qui arrivait à l'autre protagoniste du drame, Nafissatou Diallo.
Ce qui les a d'abord frappés, c'est l'incroyable imprudence dont DSK avait fait preuve. L'Amérique n'était-elle pas le dernier pays au monde où, directeur du FMI, il devait s'aventurer dans une relation sexuelle de 7 minutes avec une femme de chambre? Comment un homme aussi intelligent que lui avait-il pu prendre autant de risques? Une partie de l'opinion, le clouant aussitôt au pilori, expliqua qu'il n'avait aucune raison de se gêner, puisqu'il était tout-puissant et sûr de son impunité. Peut-être, mais aux États-Unis, les hommes politiques, même les moins respectueux des femmes, sont en général moins pulsionnels, plus discrets, plus malins dès qu'il s'agit de sexualité. Si le roi se retrouvait aussi nu, c'est qu'il avait obéi à une logique plus impérieuse que le seul sentiment d'impunité. Aucun des témoins que j'ai interviewés dans ce film ne me démentira. C'est parce que, fasciné par le risque, il aimait marcher au bord du précipice, que DSK a tout perdu en 7 minutes. Dominique Strauss-Kahn a imposé, dès son arrivée à Washington, au FMI, que ses gardes du corps lèvent le camp, si je puis dire, ou en tout cas arrêtent leur job dès qu'il aurait terminé sa journée. Donc il l'avait imposé. Il n'y avait pas des gardes du corps qui campaient devant sa porte. Et quand il part à New York, effectivement, c'est loin d'être la première fois qu'il voyage sans garde du corps. Au contraire, il le fait systématiquement. Donc chez lui, il y a vraiment une vraie contradiction entre son ambition affichée et les risques gigantesques qu'il prend, tout de même. Ces 7 minutes, elles sont presque à cette aune-là. C'est-à-dire qu'on est dans le même... c'est le même sujet, d'une certaine façon. C'est-à-dire un risque incroyable, quelque chose d'incompréhensible et de totalement contradictoire avec l'image et l'homme que devrait être Dominique Strauss-Kahn s'il veut être candidat à la présidentielle. Je ne dirais pas qu'il a un goût du risque. Je dirais qu'il y a une dimension chez lui, c'est qu'il est léger. Il ne fait pas attention. Je veux dire, n'importe quel homme politique va faire attention. Quand on lui propose un interview, va réfléchir. Est-ce qu'il faut que je le fasse? À quel moment ça va sortir? Qu'est-ce qui doit se passer? Etc. Est-ce que c'est le bon moment pour parler? Lui, on vient, il répond. Quelqu'un vient le voir pour lui dire j'ai quelque chose qui peut faire sauter la carrière de Jacques Chirac. Il prend, il le pose. Un autre aurait dit moi je ne mange pas de ce pain-là, aurait été demander à un de ses collaborateurs d'aller le chercher, de couper toute possibilité de revenir à lui, puis il l'aurait utilisé, ce qui n'a même pas été le cas. Mais n'allons pas trop vite et revenons un instant en arrière pour partir à Monaco, où DSK va être confronté aux autres coordonnées de son destin. Si le tremblement de terre auquel il échappe le fait grandir prématurément, le petit Dominique n'a encore que 11 ans. Ses parents, qui ont presque tout perdu, doivent repartir à zéro, et c'est sous le soleil de la principauté qu'il va vivre maintenant son adolescence. Or, au sortir du Maroc et de l'enfance, que va se promettre DSK? D'éviter à tout prix de reproduire l'histoire de son père, dont le séisme d'Agadir avait ruiné en un instant tous les espoirs. Mon père, expliquera DSK, sans savoir qu'il se faisait par ces mots le prophète de sa propre infortune, mon père avait pendant des années construit quelque chose qu'il croyait solide. Et brusquement, du jour au lendemain, il n'était plus rien. Plus douloureux encore est l'image de Marie infidèle que renvoie Gilbert à son fils, qui regarde sa mère, Jacqueline, souvent seule et délaissée, se mortifier en silence. Jacqueline, dont la ressemblance physique avec Anne Sinclair a toujours amusé les observateurs, racontera plus tard. Gilbert était un très bon mari, un très bon père. Que puis-je lui reprocher? Pas grand-chose et beaucoup. Son démon de collectionneur attiré par les beaux jupons. Élève au lycée Albert Ier de Monaco, Dominique en souffre et affirme de plus belle qu'il ne ressemblera pas à son père. Il tombe amoureux d'Hélène, qui jusqu'à aujourd'hui est restée discrète et dont on respectera ici l'anonymat. DSK décide qu'elle sera la femme de sa vie et l'épouse, à un âge où aucun de ses copains de lycée n'est bien évidemment marié. Sur les sentiments, je suis volontiers plus réservé, plus timide. Je me suis marié très jeune, je me suis marié à 18 ans. Et donc, j'ai vécu une vie sentimentale un peu différente de celle de la plupart de mes congénères. La tendresse est quelque chose que je laisse peu sortir finalement.
Je crois que je me reproche à moi-même d'avoir un tempérament trop froid. Difficile, bien sûr, de se représenter aujourd'hui DSK à 20 ans. Et beaucoup l'imagineraient volontiers comme un jeune débauché, voire comme un suborneur. Eh bien, pas du tout. Je suis parti à Joigny retrouver celui qui fut son ami intime au lycée Carnot à son retour en France, quand son père, de nouveau ruiné, quitta précipitamment Monaco. Yvan Roulier est aujourd'hui prêtre. Comme tous ceux qui ont connu DSK à l'époque, il garde le souvenir d'un jeune homme tout ce qu'il y a de plus rangé, bien plus rangé même que la moyenne des jeunes à la veille de mai 68. Je garde le souvenir de quelqu'un de très agréable. On aimait bien rigoler. Je crois qu'on était assez bon vivants. Bon, lui était déjà marié, mais un jeune couple uni, vivant comme beaucoup de jeunes couples unis et sans problème particulier. Ils avaient ce 2 pièces à Vincennes, dans un quartier qui n'avait rien de terrible. Hélène faisait un petit peu bouillir la marmite parce qu'elle travaillait chez son beau-père tout en continuant des études de droit. Donc il n'y avait pas du tout le côté Strauss-Kahn séducteur qu'il y a eu ensuite? Non, non, non. Alors, il n'y avait pas le côté, en tout cas pas avec les filles. Enfin, puis vous savez, à l'époque, d'abord, Carnot, c'était pas mixte, HEC, c'était pas mixte. Au fond, Hélène était la seule fille qu'on voyait un peu dans l'entourage. Et je ne me souviens pas du tout de Dominique quand on allait manger le midi, regardant toutes les filles qui passaient dans la rue, quoi. Quand on sait à quel point DSK se passionnera par la suite pour la politique, on a du mal à croire qu'en 1968, il soit passé à côté des événements. Pourtant, alors même que l'histoire bouillonnait sous ses yeux, le jeune DSK est resté dans sa bulle. J'ai pas le souvenir qu'on était très politisé. Le concours d'HEC, l'écrit devait avoir lieu le 13 mai 68. Et la semaine précédente, on était parti chez les parents de Dominique dans Lyon, se mettre au vert. Et quand les parents de Dominique sont arrivés le vendredi soir en nous expliquant qu'il y avait la révolution à Paris, nous, on tombait des nues. On n'écoutait pas la radio, il n'y avait pas la télé. Et en fait, notre principale préoccupation, c'était de jouer au tennis et de nous détendre et d'être frais et dispo pour affronter le concours le lundi suivant. Vous étiez quand même de gauche, mais avant tout des intellos. Oui, je crois qu'on serait peut-être bien vu prof, ou bien chercheur, ou bien travaillant dans des organismes d'études, enfin, ce qu'on a d'ailleurs fait un peu au début de notre vie professionnelle. Prof, c'est en effet ce que deviendra DSK après avoir soutenu sa thèse en 1975 et s'être politisé. Dans la pure tradition familiale, il adhère alors au Parti socialiste et le voilà à Nancy où Jack Lang le découvre. J'étais professeur agrégé de droit public à Nancy, ma ville d'origine. C'était ma faculté, plutôt conservatrice. Une vieille faculté de droit et de sciences économiques. Et un jour est arrivé un jeune nouvel agrégé d'économie. Je crois que Dominique Strauss-Kahn venait de passer le concours et il avait choisi, ou on lui avait proposé comme premier poste Nancy. Et j'ai vu arriver ce type sympa, plein d'humour, ardent et partageant des idées qui étaient proches des miennes, et réciproquement. Et donc pour moi c'était un ballon d'oxygène, c'était un moment de joie et de bonheur. Vous qui l'avez rencontré au Parti socialiste dans ces années-là, quelle image vous gardez de lui? Alors l'image physique était amusante pour le secrétaire de section que j'étais à l'époque. Dominique Strauss-Kahn était un homme barbu, le cheveu plutôt long, les lunettes un peu lourdes et pesantes de l'intellectuel. Il avait une veste en tweed, un col roulé, et je me souviens une bouffarde, la bouffarde de l'intellectuel, de celui qui était concentré sur son discours.
Il était l'intellectuel type du CRS. Le CRS, c'était la frange qui était à la gauche de la gauche du Parti socialiste à l'époque, fortement frottée de culture marxiste, très orthodoxe dans tous les sens du terme. Dans les débats à la base, on le repérait d'abord parce qu'il était très bien charpenté intellectuellement. Même lorsqu'on ne partageait pas ses options politiques du CRS, eh bien, comment dire, on l'écoutait attentivement. Et les militants l'écoutaient attentivement. Vous, il vous a même tellement plu que vous allez lui mettre le pied à l'étrier. François Mitterrand, en 1978, m'a confié la direction de la première campagne au suffrage universel pour les élections européennes. Et j'ai sollicité Dominique Strauss-Kahn pour apporter un coup de main. Alors, ai-je contribué à lui mettre le pied à l'étrier? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai souhaité l'embarquer dans cette aventure des élections européennes. DSK n'avait pas encore découvert à l'époque les charmes du pouvoir, mais est-ce qu'il était pour autant un militant? Ah non. Non, absolument pas. On ne l'a jamais vu pour distribuer des tracts, coller des affiches. Ça n'était pas du tout sa tasse de thé, si je peux dire. Donc je n'ai pas de souvenir de Dominique Strauss-Kahn militant. Et à cet égard, il y a là, comment dire, peut-être une certaine réticence à rentrer dans le collectif, dans une certaine forme de convivialité, où bien sûr, là on perd son rôle d'intello. On est un parmi les autres. Autour de la trentaine, voilà donc à qui ressemble DSK de retour à Paris. Un jeune fonctionnaire appliqué qui a écrit un premier livre en 1977 sans bouleverser la planète, qui collabore au groupe des experts du Parti socialiste et qui se prend à rêver qu'il aura un jour le prix Nobel d'économie. Un système de retraite par répartition est un système dans lequel les actifs, les gens qui travaillent, payent des cotisations qui sont quasiment immédiatement reversées aux gens qui sont bénéficiaires de ces retraites. Mais voilà, Dominique Strauss-Kahn a rendez-vous avec son destin, et parce qu'il a rencontré une autre femme, il devient un autre homme. La métamorphose physique est aussi spectaculaire que rapide, et ses proches ne le reconnaissent pas. C'est qu'il est tombé amoureux de Brigitte, dont la communication est le métier, et elle l'a pris en main, le faisant littéralement changer d'univers. Après avoir partagé avec Hélène 20 ans de sa vie, DSK se remarie avec Brigitte, qui elle aussi ne souhaite pas que son anonymat soit ici levé. Comment avez-vous vécu la rupture de DSK avec sa première femme? Comme une sidération. Pour moi, ça a été une surprise totale. Quand même, Hélène avait fait beaucoup pour aider Dominique, ne serait-ce que sur le plan matériel. Bon, ils avaient 3 enfants ensemble, enfin, pas très bien compris. Et j'ai du mal presque à le reconnaître. Bien sûr, je sais qui il est, d'où il vient, mais quelque chose a profondément changé en lui. Au regard austère, caché derrière des lunettes, eh bien, il n'y a plus de lunettes. Et on a un regard moqueur, avec un sourire quasi permanent. Une certaine superbe aussi qu'on ne lui connaissait pas, ou que je ne lui connaissais pas. Il a une image, oui, un peu de séducteur. Commençant à arriver dans les sphères du pouvoir, il avait peut-être besoin de quelqu'un qui brillait davantage qu'Hélène, peut-être qu'il s'est fait entraîner aussi dans une aventure qu'il n'aurait peut-être pas initiée de lui-même, j'en sais rien. Je me remémorais le Dominique Strauss-Kahn que j'avais connu dans cette seconde moitié des années 70, et je me disais, tiens, mais combien peut-il y avoir d'hommes en un seul homme? Dans les années 80, le nouveau Strauss-Kahn, qui se fait désormais appeler par ses initiales, ne perd plus un instant. Commissaire général au plan, il devient secrétaire national du Parti socialiste et cherche tout naturellement un ancrage local pour devenir un vrai politique. Il tombe sur la Haute-Savoie, pourquoi pas, il décide d'y être élu député. Je suis l'économiste du Parti socialiste et donc le parti a souhaité que je puisse, dans la nouvelle assemblée, continuer de jouer ce rôle. Il fallait donc que je me présente quelque part, et puisqu'il n'y avait pas de député sortant en Haute-Savoie, il a semblé que c'était de prendre la place à personne que de m'envoyer représenter ses couleurs ici. C'est localement par une partie des socialistes qui souhaitent un autre candidat, Robert Borrell, le maire d'Annemasse.
Ici en Haute-Savoie, le Parti socialiste n'a qu'un candidat, c'est Dominique Strauss-Kahn, voilà. Et ceux qui sont sur sa liste. DSK sortira vainqueur de cette première épreuve du feu. En mars 1986, il est élu député de la Haute-Savoie et entre à l'Assemblée nationale. Vous allez désorganiser notre économie en absorbant toutes les ressources financières du marché. Vous préparez une commission d'évaluation où, après avoir placé les copains, vous allez vendre aux copains. Ceux qui, au Parti socialiste, l'avaient repéré depuis quelque temps, peuvent se féliciter de leur intuition. C'est le cas d'Édith Cresson. Vous vous rappelez la première fois où vous l'avez vu et ce qui vous a retenu chez lui? C'était à une réunion du Parti socialiste, rue de Solferino. Une grande réunion, il y avait beaucoup de monde, et on discutait des problèmes économiques. J'ai entendu plusieurs interventions, et puis ensuite, il a pris la parole, et j'ai trouvé ce qu'il disait particulièrement pertinent, éclairé, avec une vue sur, disons, le reste du monde. C'était en avance, disons, sur l'époque. J'ai trouvé ça intéressant comme approche. Votre premier feeling, c'est qu'il sortait de l'ordinaire. Mon premier feeling, c'était un qui sortait de l'ordinaire, mais aussi qui comprenait des choses qui allaient se produire ou qui étaient en gestation et qui sous-tendaient, si vous voulez, la vie économique du pays, alors que les autres avaient une vision assez courte vue, je veux dire. Ce que DSK comprend tout autant, c'est que la Haute-Savoie est un point de chute provisoire et il songe déjà à en partir. Il lui faut en effet trouver une circonscription qui soit plus facile d'accès que la Haute-Savoie, pour lui qui habite Paris, et surtout qui corresponde à l'image qu'il souhaite se donner. Sarcelles, cette fois, fera l'affaire, et il s'y portera sans tarder candidat. Sur le plan symbolique, c'est ce que la psychanalyse appellerait un trait d'identification au père. Car c'est dans ce même coin de France que Gilbert Strauss s'était présenté lui aussi au suffrage des électeurs et avait été battu, et en 1949, l'année même de la naissance de DSK. Comment ne pas supposer que pour le fils, c'était l'occasion rêvée de s'inscrire dans l'histoire du père, tout en conjurant son échec par une victoire. Mais le choix est également judicieux sur le plan politique. Sarcelles est une circonscription populaire, une ville emblématique de la banlieue parisienne, qui avait vu s'édifier dans les années 50 le premier grand ensemble français. DSK se doute bien que la ville lui donnera très vite un air moins intello, moins bourgeois. Et puis, il y a cette grande communauté juive à laquelle son histoire familiale le rattache et une forte présence immigrée qui ne peut laisser indifférent un homme qui se veut de gauche alors même que l'extrême droite distille son venin. Oui, Sarcelles est bien l'endroit idéal pour que le nouveau DSK finisse de se façonner. Je crois que c'est un peu mon pari. On peut faire de Sarcelles, dans la France aujourd'hui traversée par le racisme, la xénophobie, un exemple justement d'une ville où les communautés vivent ensemble. Et moi j'ai tenu à ce que ma liste représente ces différentes communautés. Élu député du Val d'Oise en 1988, DSK se présentera ensuite 3 fois pour arriver jusqu'à la mairie qu'il finira par remporter. Une victoire qu'il savourera d'autant plus volontiers que Sarcelles, la ville, ses rues, ses bruits, ses marchés lui rappelleront à chaque fois qu'il s'y promènera son enfance à Agadir, quand Juifs et Arabes vivaient ensemble dans la même effervescence et qu'il était heureux. Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de ces quadragénaires de la politique dont on dit qu'ils sont promis à des hautes fonctions. On parle de vous un de ces jours comme membre du gouvernement ou bien encore à la tête du Parti socialiste. Brigitte peut être fière de son mari. Ce n'est pas DSK impérator, mais ça a déjà pas mal d'allure. Et tout est en place pour la séquence suivante. Enfin non, presque tout. Il manque encore une nouvelle femme pour parachever l'ascension. Car à chacune des 3 étapes majeures de son existence, prenez au sérieux le fait que DSK se marie, et avec une épouse totalement différente de la précédente, mais à qui il fait jouer le même rôle de protectrice et d'égérie. Les années 80 se terminent, sonne l'heure de la 3e femme, Anne, qui à l'opposé d'Hélène et de Brigitte sera publique. Bonsoir, quand va-t-il parler, interroger les uns? Il faudrait qu'il parle, affirmer les autres. Eh bien, le voilà, il est là, nous allons tout lui demander, il va tout nous dire. Michel Rocard, bonsoir.
Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de 7 sur 7. Avez-vous le sentiment, au bout de 20 ans de vie publique, de vous décoincer un peu? C'est une question que je ne me suis pas souvent posée. Enfin, je reconnais. Anne Sinclair, quand il la rencontre, est une vraie star. C'est l'époque où il n'y a pas les chaînes thématiques, les chaînes câblées, les chaînes satellitaires. Il y a 3 chaînes de télévision et tous les Français communient et se retrouvent le dimanche soir à 19h autour de 7 sur 7. En plus, c'est l'époque où il n'y a pas tellement de femmes journalistes. Elle est sublime, elle est vive, c'est une bonne journaliste de télé, elle interviewe très bien les gens, elle est un peu rebelle. Et donc, les Français adorent Anne Sinclair. C'est une icône télévisuelle. Mariée au journaliste Yvan Levaille, avec lequel elle a 2 enfants, Anne Sinclair n'a jamais encore rencontré DSK quand un soir, elle l'invite sur son plateau. Notre invité surprise, il est dans nos studios de Cognac G depuis le début. Il regarde de dos et il se retourne. Le voilà. Bonjour Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Vous êtes le président socialiste de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Anne Sinclair tombe sous le charme de DSK et avoue tout à son mari. L'histoire aurait pu tourner au drame sentimental. Mais comme dans la mythologie grecque, où le destin prend souvent son temps avant de faire exécuter ses ordres, le drame n'était pas encore à l'ordre du jour dans la vie de DSK. Et c'est ainsi qu'Yvan Levaille, séduit par la personnalité de son rival, décide qu'il n'empêchera personne d'être heureux. Moi, ce qui m'aurait gêné, c'est que Anne tombe amoureuse à la façon de ce héros de Moravia, qui est un écrivain formidable qui voit sa femme dans les bras d'un coq de village affreux, crétin, rugueux, sale et méchant, probablement. Non, moi j'ai trouvé que Dominique Strauss-Kahn était... J'ai compris qu'Anne l'aime, voilà. Il y a des gens qui se séparent après des brutalités, des désordres, des assiettes cassées, de la haine, etc. Nous, ça a été... toutes les ruptures sont difficiles, mais ça a été une rupture plus que civilisée. Quand DSK a été voué aux gémonies, vous l'avez tout de suite défendu, en insistant par exemple sur ses qualités de beau-père. Écoutez, moi quand je dis que Dominique Strauss-Kahn est un bon beau-père, c'est parce que je l'ai vu très attentif à ce que font ses enfants et ce que font ses beaux-enfants. Un homme qui prend le temps d'être pédagogue pour à la fois expliquer les choses les plus simples et les plus compliquées aux gosses, c'est voilà, c'est pas l'arrogant qu'on a présenté. Vous voyez, voilà. Donc moi à la lecture des journaux, j'ai tout lu. Je lis tout sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Strauss-Kahn. Tout ce qu'on a écrit. Et je me dis, l'homme que je connais n'a rien à voir avec l'homme que les médias ont présenté par 2 fois. Anne Sinclair et DSK se marient en 1991 à la mairie du 16e arrondissement et une nouvelle fois, DSK surprend sa famille. Non pas en changeant de look, comme lors de sa rencontre avec Brigitte, mais en acceptant qu'un rabbin les marie religieusement, alors qu'il entretenait lui-même, comme ses parents, un rapport plus que lointain avec la religion juive. Mais DSK est un mari amoureux, conciliant et reconnaissant aussi. Anne lui a ouvert grand son carnet d'adresses et lui a permis d'accéder d'un bond au petit monde des people dont elle est la familière. Et quand on demande à DSK si cela l'ennuie que certains se croient autorisés à l'appeler Monsieur Sinclair, il répond « Non, pourquoi ça me gênerait ? Est-ce que quand on vit avec une femme de la qualité d'Anne Sinclair, ça contribue à vous façonner et donc ça conduit à vous aider dans ce que vous faites ? La réponse est oui. Est-ce que maintenant, ça me gêne qu'on m'appelle Monsieur Sinclair ? Ça n'a rien à voir avec ça. Quand on dit Monsieur Sinclair, ça a l'air de dire que la personnalité marquante de notre couple, c'est elle. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Anne Sinclair, dont la fortune personnelle est sans commune mesure avec celle de DSK, permet également à celui-ci de bénéficier d'une très grande aisance financière qui se révélera particulièrement utile 20 ans plus tard, quand le sort de son mari se jouera à coups de millions de dollars. Mais pour l'instant, en 1991, DSK arrive en toute logique là où son ambition et son savoir-faire devaient le mener, au gouvernement. Sa famille en est fière, lui aussi, et sur la scène désormais nationale où il va se mouvoir, il sera de fait, comme dans sa vie privée, un cas à part. Au président François Mitterrand, qui ne connaissait quasiment pas DSK,
Qu'avez-vous dit pour que celui-ci l'accepte dans votre gouvernement? Je lui ai dit que c'était quelqu'un qui, à mon avis, avait des capacités remarquables en matière économique et que je souhaitais qu'il soit ministre de l'économie et des finances à Bercy. Mais François Mitterrand n'a pas voulu et donc je n'ai pu obtenir pour Dominique Strauss-Kahn que le ministère, je puis dire, de l'Industrie, qui est un très beau ministère, mais où il y a assez peu de marge de manœuvre. Je le connaissais bien puisque j'étais moi-même ministre de l'Industrie. Certains de vos ministres ne supportaient pas d'être dirigés par une femme. C'était le cas de DSK? Ah non, pas du tout, Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est ce que j'aime bien dans cette mentalité, c'est qu'elle est en avance, si vous voulez. C'est pas le macho stupide, comme on a l'habitude, malheureusement, trop d'en rencontrer. Non, pour lui, c'est un problème qui ne se posait même pas. Qu'une femme soit Premier ministre, ça allait de soi pour lui. Ah, mais ça n'a jamais posé le moindre problème. Dans les années 90, DSK occupera donc un créneau, l'économie, où peu de socialistes pourront rivaliser avec lui. Il aime l'industrie, il aime la technologie, il est capable de comprendre rapidement les dossiers, il n'hésite pas à prendre des décisions, il veut que la France joue pleinement son rôle en Europe et au-delà. Bref, il sera pour le PS l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, même si certains voient d'abord en lui un fidèle serviteur du capitalisme. Vous, qui l'avez pratiqué comme ministre, vous le voyez comme un homme de droite égaré à gauche? Ah, certainement pas. Il ne faut jamais oublier que c'est quand même l'homme des 35 heures, c'est quand même l'homme des nationalisations en cas de défaillance de marché. C'est pas du tout un libéral. Il est quand même l'ami des grands patrons. Justement, c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'il est à la fois l'élu de Sarcelles et l'ami des grands dirigeants. Il n'est pas l'élu des beaux quartiers, comme beaucoup d'autres députés socialistes. Il est l'élu de quartiers particulièrement difficiles et il sait tisser des relations dans les différents milieux et il est aussi à l'aise, si j'ose dire, dans ces milieux populaires que dans les milieux dirigeants. En 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, la gauche gagne les élections législatives et Lionel Jospin arrive à Matignon. Tout naturellement, il nomme DSK ministre de l'économie. C'est le début de la gloire. C'est quelqu'un qui n'a pas été pendant très longtemps connu de l'opinion, la grande opinion publique, le grand public. Il est quelqu'un qui était très estimé par les élites, les gens qui connaissent la politique ou qui connaissent l'économie. Mais dès qu'il devient ministre, il a une popularité positive qui va rester à peu près égale. Pendant tous les mois de son passage au ministère de l'économie et des finances, il va être aux alentours de 40, pas loin de 45% de popularité positive, de gens qui, par exemple, à la Sofres, lui souhaitent un avenir. L'atout majeur de DSK n'en reste pas moins Anne Sinclair, qui l'année même où il est nommé ministre de l'économie, décide de quitter le petit écran et de ne plus lui faire de l'ombre. Je suis un peu émue de rendre l'antenne parce que ce furent 13 années de passion et 13 années de liberté. Merci à tous. Bonsoir. En lui sacrifiant ainsi son émission mythique, en s'effaçant volontairement devant son grand homme de mari, elle le transforme en star et devient son apôtre. Ce sera sans doute sa grande erreur. Car depuis qu'elle a découvert la fille cachée de François Mitterrand, l'opinion publique commence à être à l'affût de la vie privée des hommes politiques. Anne Sinclair ne voit pas le danger. Et comme si son couple n'avait à craindre aucun démenti du réel, elle met complaisamment en scène leur entente, leur amour. Hélas, en ouvrant ainsi les portes de leur intimité, les tourtereaux tendaient eux-mêmes le cou aux crocs qui bientôt les mettront en pièces. Ministre de l'économie, DSK commence à s'identifier à ce personnage atypique, brillant et enjôleur, qui dira crânement « j'aime les femmes » et alors, sous-entendant sans modestie que lui-même ne les laisse pas indifférentes. Je me souviens des images quand il arrive à Bercy avec son équipe, on dirait une pub Manpower. Il y a tout, les grands immeubles de Bercy, le gris, cet homme qui roule un peu des épaules. Il a une façon de marcher qui est à la fois comme un acteur de cinéma et presque comme un voyou. Il n'a pas la démarche des politiques telles qu'on les connaît à l'époque. Les femmes nous racontaient qu'il y avait une sorte de courant d'air électrique, que l'ambiance était au fond érotisée. Au fur et à mesure des mois qui passaient, les jupes raccourcissaient, les chemisiers s'échancraient d'un bouton supplémentaire. Ça, c'était l'ambiance de Dominique Strauss-Kahn, pas du tout l'ambiance qu'on passait des cabinets ministériels de la Ve République tels qu'on les connaît d'habitude. Du coup, à la fin des années 90,
circulent les premiers bruits sur DSK et les femmes. Loin de s'en inquiéter, il s'en amuse, et comme par provocation, y fait écho en multipliant les allusions salaces. Oui, en tout cas, tous les témoins, tous ceux qui ont entouré Dominique Strauss-Kahn racontent bien ça, c'est-à-dire une façon de plaisanter avec beaucoup de trivialité sur les femmes. Il n'est pas le seul. Il faut bien dire que dans les milieux du pouvoir, c'est assez couru, ce genre de plaisanterie, mais enfin, en tout cas, lui ne reculait pas dans cet humour. Il pouvait effectivement jouer de sa séduction en prenant à témoin les hommes qui l'entouraient, car c'est un des plaisirs de Dominique Strauss-Kahn aussi que de démontrer aux hommes qui l'entourent son pouvoir sur les femmes. Et donc, il pouvait effectivement dire « Regarde, je tape 2 coups sur la table et la fille en face écartera les jambes. » Il y avait un appartement privé et donc Dominique Strauss-Kahn, qui n'y vivait pas, l'utilisait comme une garçonnière. Et donc vraiment, presque tous les jours, les membres de son cabinet voyaient monter par l'escalier qui mène à l'appartement privé, qui est un escalier, qui est un ascenseur plutôt, différent de l'ascenseur habituel, des femmes, et ils savaient qu'à partir de 17h, le ministre disparaissait. C'était presque inscrit dans son agenda. Séducteur en diable, complimenté comme ministre, populaire dans l'opinion, tout semble donc sourire à DSK à l'aube de la cinquantaine. Quand tout à coup, patatras. La terre avait tremblé sous ses pas à Gadir, le ciel lui tombe sur la tête à Paris. En un court laps de temps, pas moins de 3 affaires révèlent au grand public sa légèreté, sinon son inconscience. 3 affaires graves où à chaque fois, il a manifestement joué avec le feu, comme s'il avait toujours le même besoin irrépressible de prendre des risques. C'est d'abord dans le cadre d'une vaste enquête sur la Mutuelle nationale des étudiants de France, dont les liens avec la gauche sont anciens et solides, qu'apparaît le nom de DSK. Une journaliste de Libération publie un article révélant que celui-ci a touché un peu plus de 600 000 francs pour une prestation dont elle ne trouve aucune trace. Pour justifier cette prestation, DSK produit alors une facture, mais celle-ci se révèle aussitôt être un faux grossier et l'affaire de la MNEF devient pour l'opinion l'affaire DSK. Le 2 novembre 1999, Dominique Strauss-Kahn démissionne du gouvernement Jospin, exactement comme il démissionnera 12 ans plus tard du FMI. Je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. J'ai accompli, lorsque j'étais avocat, le travail que je devais accomplir et qui a donné lieu à la seule rémunération que j'ai indiquée et que j'ai déclarée. J'ai pris cette décision parce que je considère que la morale et le sens des responsabilités l'imposent. Enfin, comme homme, en ce moment douloureux, je veux dire aussi à mon épouse, à ma famille, à mes amis, à quel point leur soutien m'est précieux. Je vous remercie. Mais comme si le sort, cette fois, voulait être sûr d'emporter DSK au fond du gouffre, 2 autres affaires, coup sur coup, vont l'accabler. Ce soir, c'est Dominique Strauss-Kahn qui se retrouve au beau milieu de la tempête de l'affaire Méry. Une cassette posthume devenue de plus en plus encombrante. Elle a bien circulé entre apparemment plusieurs mains, mais ce soir, l'original est toujours introuvable. Dominique Strauss-Kahn est accusé d'avoir octroyé, en tant que ministre de l'économie, une considérable réduction d'impôts au couturier Karl Lagerfeld en échange d'une cassette sulfureuse contenant les aveux de Jean-Claude Méry, financier occulte du RPR. DSK reconnaît avoir reçu cette cassette, mais déclare l'avoir égarée sans jamais l'avoir regardée et récuse tout marchandage.
Le fait de savoir si moi j'ai eu cette cassette ou j'ai pas eu cette cassette, c'est un sujet qui me semble quand même assez secondaire. Oui, mais vous savez bien, Dominique Strauss-Kahn, que si on vous pose la question, c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire il y a un an, vous étiez quasi en position d'investiture pour les élections municipales à Paris et qu'on pouvait imaginer que vous vous serviriez de cette cassette comme d'une petite bombe qui ferait du mal à l'équipe sortante, à l'équipe en place. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas candidat à la mairie de Paris, mais je sais que tout le monde le disait. Bon, en tout cas, on peut imaginer ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas utilisée. Personne ne dit que je l'ai utilisée. Je voudrais bien qu'on la retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on cherche partout pour la retrouver. Moi, je voudrais bien qu'on la retrouve. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'on ne retrouve pas cette cassette. C'est pas mes amis politiques qui sont accusés dedans, c'est le chef de l'État. Donc moi, je vois qu'un des avantages à ce qu'on la retrouve. Malheureusement, je ne sais pas où elle est passée. En tout cas, moi, je n'ai rien fait là-dedans. Je n'ai pas financé le RPR, je n'ai pas participé au financement du RPR, je n'ai rien à voir avec cela. Et le fait que j'ai eu cette cassette ou pas vient sans doute beaucoup servir de diversion aujourd'hui, mais ça ne me semble pas être le centre du sujet. Presque dans le même temps, Dominique Strauss-Kahn est également accusé d'abus de biens sociaux, et c'est la troisième affaire, dite du cercle de l'industrie, un lobby patronal où sa secrétaire était payée par une filiale du groupe Elf. Pendant près de 2 ans, c'est peu dire que DSK, le si formidable DSK, ne comptera plus beaucoup de soutien. Les affaires, celles dont on parle récemment et sur lesquelles je ne sais rien, ne nous concernent pas. Je crois qu'il n'est plus digne d'être membre de notre parti. On est là pour servir et pas pour se servir. En fonction des éléments que fournira la justice ou les enquêtes administratives, nous prendrons, je vous le dis ici, les décisions les plus graves. Parce que nous ne voulons pas faire de la politique de cette manière, nous ne voulons pas utiliser les affaires, les turpitudes des uns des autres, les financements de partis politiques à des fins d'intérêt partisan. Et comme pour faire comprendre à l'ancien ministre qu'il n'est plus rien, Anne Sinclair est licenciée brutalement par sa propre chaîne, TF1, dont elle était devenue directrice générale adjointe. C'était violent, insultant, racontera-t-elle. Je tremblais comme une feuille, de peur, de colère, de chagrin. Le couple mythique chavire et sombre. Mais voilà, il arrive parfois que Neptune décide de sauver les marins qui se noient. C'est ce que les croyants appellent un miracle. DSK est blanchi, et pour la MNEF, et pour la cassette mairie, et pour le cercle de l'industrie. Un miracle, vous dis-je. Eva Joly, figure même de la justice impartiale, témoigne pour l'une de ces 3 affaires où c'est elle qui avait mis en examen DSK. Comment les choses se sont-elles passées pour que vous en arriviez au non-lieu? Moi, je poursuis l'enquête ELF et j'ai des éléments qui laissent supposer que Dominique Strauss-Kahn a bénéficié des fonds en provenance d'ELF dans un autre cadre, donc susceptible de recevoir la qualification d'abus de biens. Il y a de quoi le mettre en examen. Lorsque j'ai reçu les explications que j'ai conduit mon enquête, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour caractériser sa culpabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas estimé que les charges que j'avais réunies à ce moment-là étaient suffisantes pour qu'il soit condamné. Donc j'ai estimé que la bonne réponse juridique était le non-lieu. Est-ce que dans cette affaire, vous avez subi des pressions? Non. Je sais bien qu'on cherche à expliquer ce non-lieu par des pressions, mais je peux vous assurer que j'ai pris cette décision, comme toutes les autres décisions dans mes instructions, dans mon âme et conscience, d'une façon tout à fait indépendante. L'homme foudroyé se relève. Il est réélu député du Val d'Oise le 1er avril 2001, avant même que l'ensemble des dossiers ne soit clos. Et comme si rien ne s'était passé, on parle déjà de lui comme possible Premier ministre de Lionel Jospin en 2002. Vous êtes un de ceux qui connaît le mieux DSK. Comment, psychologiquement, il a pu rebondir aussi vite? Dominique Strauss-Kahn a une sorte d'indifférence à la meute. Et on a l'impression qu'il n'est pas là. Il est désolé pour ses amis, mais il y a une grande indifférence, comme s'il s'était mis en dehors de l'événement. Et ce qui, en politique, est une très grande force, de pouvoir avoir cette distance par rapport à l'événement. Et une fois ressuscité, quel bilan a-t-il tiré? Vous-même, vous lui avez dit quoi? Je lui parle de Zorbal grec.
J'ai dit, tu sais, dans Zorba le grec, il y a un potier qui est magnifique. Il fait des poteries et à la fin, avec son doigt, il casse la poterie. Et ce qu'il a fallu faire, c'est couper le doigt. Et j'ai dit, t'es quelqu'un qui fait des choses magnifiques et d'un seul coup, il y a un petit détail qui vient tout casser. Faut que tu réfléchisses à ça. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Tu crois? Eh bien, on ne comprend rien à DSK, à ce qui va se passer ensuite, si on ne comprend pas que bien loin de chercher à se couper le doigt, c'est-à-dire à sacrifier quoi que ce soit à la politique, l'homme qui voulait tout va au contraire se persuader qu'il n'a aucune raison de se contraindre. Il se sort magistralement de ses ennuis judiciaires, d'une certaine manière, ça l'immunise. Il se dit qu'à chaque fois, il s'en sort tellement bien, qu'il rebondit tellement bien qu'au fond, il a de moins en moins peur de ce qui peut lui arriver. Et il commence à être habité par une forme de sentiment de surpuissance. Il va commencer effectivement à partir des années 2000, parce que c'est à ne plus douter de rien, et en tout cas de sa force et de son pouvoir. À partir des années 2000, en effet, DSK change de registre. Il était imprudent, il va devenir casse-cou. Et d'un pas enjoué, refusant de choisir entre sa libido et le pouvoir, il ira à sa perte en croyant lui avoir échappé. Mais une fois de plus, n'allons pas trop vite. Tous les protagonistes du drame avancent, mais ils ne sont pas encore en place. Vous qui avez longuement enquêté sur DSK, que diriez-vous du rapport qu'il entretient à ce moment-là avec les femmes? C'est un homme charmant et charmeur, c'est un bel homme, Dominique Strauss-Kahn. C'est un homme en plus agile intellectuellement, souriant, qui a séduit quand même des femmes qui ont l'habitude, qui sont des intellectuels ou des femmes sublimes. Donc c'est un grand séducteur, mais plus que séducteur, il est compulsif, Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est-à-dire qu'il est à la fois capable de harcèlement par texto. Quand il rencontre quelqu'un, il est capable d'envoyer 50 textos le lendemain. On a 18 000 récits de ce genre. Il veut toutes les femmes. D'ailleurs, il n'est pas très sélectif dans son choix. Dominique Strauss-Kahn, il n'a pas un type de femme. Il aime toutes les femmes. C'est vrai. Combien de milliers de textos aigrillards n'a-t-il pas envoyés à des quasi-inconnus? Maquilleuses, journalistes, attachées parlementaires, voisines d'un soir à un dîner. Comme si proposer à répétition la botte à des femmes qui ne lui avaient rien demandé ne pouvait pas être vécu par elle comme une intrusion, voire une agression insupportable. Oui, l'histoire de DSK sera marquée par l'inexcusable mépris dont il aura témoigné pour un certain nombre de femmes, allant jusqu'à les comparer dans un message envoyé à un compère à du matériel. Des textos de DSK, on m'en a beaucoup parlé, mais on m'a beaucoup parlé aussi de ces garçonnières. C'est pas une légende? Non, c'est très bien raconté dans le dossier d'instruction du Carlton. Il a des appartements que lui prêtent, des garçonnières, je ne sais pas si j'emploierai le mot, mais des appartements que lui prêtent certains de ses amis, dans lesquels il dit qu'il fait à la fois des réunions politiques et qu'il reçoit effectivement aussi des femmes. Mais il ne l'a jamais nié, ça, il le reconnaît volontiers sur procès-verbal. Et les clés de ces garçonnières sont confiées à des gens de son entourage proche, qui ne sont pas forcément des politiques, mais qui sont présentés comme des conseillers politiques, mais qui sont au fond les personnes qui veillent sur ses vies. À ces conseillers politiques va s'ajouter une petite équipe de communicants qui apparaîtront rétrospectivement comme ces mauvais génies. Ramzi Kiroun, Anne Hommel, Gilles Finkelstein et Stéphane Fuchs. Sur cette photo plus tardive, ils ont un petit côté Mad Men, mais en quoi est-ce surprenant de voir un homme politique se préoccuper de sa communication? Moi, je dirais surtout que jamais aucun homme politique français ne s'est lié autant à une agence de communication. C'est-à-dire, vraiment, effectivement, ils étaient totalement ensemble, rémunérés par la même entité OACG et travaillant dans le même but et connaissant tout de leur patron, ou en tout cas beaucoup, y compris effectivement ce qui est le plus compliqué à connaître, c'est-à-dire la vie intime. D'autres hommes politiques ont eu des équipes de communicants de haut vol, mais souvent ce sont des présidents de la République. Mais pour un homme qui n'a pas de place dans le parti, n'est pas président de la République et qui va perdre assez vite son poste de ministre, c'est tout à fait exceptionnel, oui. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les années 2000 ne semblent pas très encourageantes politiquement pour DSK. En 2002,
Lionel Jospin, à qui il avait lié son sort au sein du Parti socialiste, est éliminé au premier tour de l'élection présidentielle. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Et lui-même, 4 ans plus tard, en 2006, est battu à plate couture par Ségolène Royal aux primaires socialistes. Du coup, l'univers de DSK se rétrécit. Et même s'il ne manque pas d'occupation, le voilà quelque peu à l'étroit entre l'Assemblée nationale, dont il sèche les séances plus souvent qu'à son tour, la mairie de Sarcelles, dont il a épuisé les plaisirs, le siège du Parti socialiste, où ses petits camarades le surveillent du coin de l'œil, et son domicile de la place des Vosges. Par chance, il a aussi en quelques lieux plus secrets ses habitudes, et plus que jamais, il se livre à ce qu'il appelle son libertinage, un libertinage affiché, revendiqué. De nombreuses rumeurs commencent à circuler sur son compte et amusent la galerie. C'est ainsi qu'on raconte par exemple qu'un policier l'aurait surpris, en pleine action, la nuit, au bois de Boulogne, dans une voiture embuée. Mais DSK, abandonnant sur sa route autant de traces que le petit pousset de cailloux, se moque du qu'en-dira-t-on et ne prend pas au sérieux les alertes. Ô combien grave est pourtant l'accusation de tentative de viol que formule à son encontre Tristan Bannon, qui s'était retrouvé seul avec DSK pour une interview, des faits que le procureur de la République, 8 ans plus tard, qualifiera d'agression sexuelle, mais qui seront alors prescrits. Pour l'instant, à chaque fois qu'un nuage noir plane sur la tête de l'ancien ministre, il finit par s'éloigner. À chaque fois qu'il y a eu de possibles scandales, son entourage, et notamment Ramzi Kiroun, sont rentrés en action pour éviter tout scandale, justement, et toute expression publique de ces femmes. C'est aussi bien cette jeune femme qui, à Sarcelles, fait une tentative de suicide, par amour déçu, par désappointement, si on peut dire. C'est aussi le cas pour Tristan Bannon, où Ramzi Kiroun, justement, va gérer et s'enquérir de ce qu'elle peut publier dans son livre sur sa rencontre avec Dominique Strauss-Kahn. DSK est un malin. Dans les années 2000, entremêlant sa vie privée et sa vie publique, quand il se voit attaquer sur son comportement vis-à-vis des femmes, il botte en touche. Ses communicants jouent alors les vierges offusquées. Ses affidés montent au créneau pour affirmer que c'est l'homme politique qu'on vise, et lui continue de plus belle à n'en faire qu'à sa tête. C'est vraiment possible qu'un homme aussi entouré que DSK se soit retrouvé si souvent sans chaperon? Je le crois, très solitaire. On construisait une espèce de bande autour de lui, mais il l'aimait pas. Il aimait simplement rigoler sur les Trois Mousquetaires. Alors bien sûr, lui c'était D'Artagnan, moi c'était Aramis, Moscovici c'était Athos, et puis Jean-Marie Le Dienne, Porthos. Bon, mais ça n'allait pas plus loin que cela. Jospin, qui s'étonnait de ce compagnonnage entre moi et lui, il me disait « Mais tu ne vas même pas au cinéma avec lui. Alors, tu n'es pas un ami. » Des amis, il en a bien quand même. Je crois qu'il n'en a pas. Je pense qu'il se suffit à lui-même et il ne construit pas des liens. C'est pas quelqu'un qui va se souvenir de votre date anniversaire, décrocher le téléphone en disant alors, etc. Il faut toujours que ça soit sa femme ou son assistante qui dit souviens-toi d'eux. Il va pas se souvenir des enfants. Il va réfléchir sur le nom de votre femme ou de votre compagne ou des enfants, ainsi de suite. C'est pas quelqu'un qui fonctionne comme cela. Il n'a pas besoin de fratrie pour pouvoir avancer, exister, agir. Vous-même, vous le rencontriez avec quelle fréquence? Dominique Strauss-Kahn, on le voyait 2 heures par semaine, 1 heure par semaine. On le voyait avant une émission de télévision ou avant un papier à écrire. Mais après, il n'était pas là. Il y avait le voile de l'ignorance. Il avait disparu. Et plus il s'éloignait, plus il a été outre-Atlantique, moins on l'a vu. En 2007, grâce à Nicolas Sarkozy, DSK va en effet partir à Washington et comme changer de galaxie.
Je voudrais saluer Dominique Strauss-Kahn et lui dire combien je suis persuadé qu'il sera un excellent responsable du FMI. Je voudrais dire aux Français que c'est ça l'ouverture. L'entourage de DSK exulte. Quelle visibilité, quelle superbe occasion de faire enfin tourner à plein la machine à communiquer. Et surtout, quel formidable tremplin pour la suite. Il va devenir l'un des grands du monde. Les gens vont le considérer pas seulement comme un homme politique français, mais comme quelqu'un qui tutoie les grands de la planète, qui va régler sur place les problèmes des uns et des autres. Voilà, il devient un véritable homme d'État. En France, ça se mesure dans les sondages? Il devient plutôt quelqu'un qui est dans les 70%, c'est-à-dire qu'il franchit allègrement la frontière gauche-droite, qu'il est presque autant apprécié par les électeurs de droite et du centre que par ceux de la gauche, qu'il est autant apprécié dans toutes les catégories sociales, et c'est l'un des rares. Il n'y a pas de différence réelle entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Il est un véritable leader d'unanimité. DSK n'est pas mécontent de se voir ainsi plébiscité, mais il s'irrite que certains croient bon de l'abreuver de conseils, d'appels à la prudence. Au nom de quoi devrait-il sacrifier sa sexualité à son ambition politique, à leur ambition à eux? Et moins d'un an après son arrivée à la tête du FMI, comme pour prouver qu'il n'obéit qu'à son désir, le nouveau maître du monde commet ce qu'il appellera une connerie de plus. Dominique Strauss-Kahn, visé par une enquête interne au FMI. En cause, une liaison intime qu'il a entretenue en janvier dernier avec une certaine Piroska Nagy, ancienne responsable au FMI du département Afrique. Une connerie de plus qui aurait pu mettre un point final à la carrière de n'importe qui, mais dont une fois encore DSK se sortira magistralement. Au terme d'une enquête interne, tout en déplorant des actes regrettables, reflétant une sérieuse erreur du jugement, le conseil d'administration du FMI le blanchit, comme la justice française l'avait fait par 3 fois, et Anne Sinclair, sous la dictée de ses communicants, d'affirmer sur son blog « Nous nous aimons comme au premier jour ». Là, quand même, vous vous êtes inquiété. Ah, tout à fait. Cette histoire-là, beaucoup plus. Parce qu'il s'était mis en danger lui-même. Au niveau du FMI, je ne parle même pas de la présidentielle. Et donc, tous lui ont posé la question. Tu choisis. Soit tu veux vivre, tu as fait ce que tu veux, parce qu'on n'a aucun jugement moral, tu fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle. Et Dominique Strauss-Kahn a dit, j'arrête tout ça, c'est bon, j'ai fait une connerie, et maintenant, je me consacre au FMI. Alors bien sûr, il y a des pères ou des mères, la morale, qui se disent, mais enfin quand même, vous auriez dû rompre. Et non, on est engagé dans une histoire, on lui pose la question de vérité entre nous, les yeux dans les yeux. Et puis on continue. Et donc vous l'avez cru? Eh ben oui, comment vous faites autrement? On le sait aujourd'hui, après l'affaire Piroska Nagy, DSK n'arrêtera pas tout ça. Mais il en tirera pourtant une leçon, qu'il lui faut encore mieux se cacher, mieux cloisonner ses multiples vies. Un jardin secret, un vrai jardin secret où personne ne lui réclamera de compte. Voilà ce qu'il rêve maintenant de s'offrir. Alors, semblable au prince des 1001 nuits qui se déguise pendant quelques heures en mendiant, il va régulièrement s'échapper du FMI. Il va plus que jamais laisser sa libido lui imposer une logique du donnant-donnant, comme s'il voulait compenser chaque réunion sérieuse par une soirée légère, comme s'il ne pouvait être le matin dans un palais sans se retrouver le soir dans un bouge. Et s'enfonçant dans les nuits profondes du nord de la France, il se retrouvera au cœur de l'affaire dite du Carlton de Lille, trop heureux de pouvoir satisfaire entre copains sa pratique de l'échangisme. Pour Dominique Strauss-Kahn, c'est une pratique fréquente, peu connue, mais fréquente, et dont il n'a aucun problème à parler, qu'il raconte très bien, qu'il théorise même sur procès-verbal lorsqu'il est entendu par les juges lillois. Et pourquoi être allé à Lille? Lille, c'est à la fois, on l'a assez dit, quand on a fait lancer la publicité de cette ville, c'est une plateforme entre Paris, à 1 heure de Paris, à 1 heure de Bruxelles. On peut prendre des vols et des trains pour aller où on veut. Et il se trouve qu'il est aidé en cela, il ne sait pas très bien où on va aller chercher ces filles qui vont dans les soirées. Il est aidé en ça par un vrai réseau de proxénétisme qu'il ne connaît pas forcément, et qui est celui qu'on a appelé Dodo la Saumure. Là, il y a un réseau.
Ici, DSK ne prend pas seulement des risques, il met en danger sa peau. Il est évident qu'un homme politique de ce niveau-là devient extrêmement vulnérable. Quand il part comme ça dans des soirées, quand on le retrouve dans le dossier de Lille, où il part en Belgique, il se fait ramener par des femmes dont on sait aujourd'hui qu'elles sont prostituées. Peut-être ne le savait-il pas, mais enfin en tout cas, il est quand même patron du FMI. Il n'a aucun garde du corps, n'importe quoi pourrait lui arriver. Donc effectivement, là, il sort complètement des sentiers battus, et sans doute que si son cabinet l'avait su, il l'en aurait empêché. Raphaël Baquet a raison. Même si ses proches, qui n'étaient pas des grands naïfs, en savaient beaucoup, ils étaient loin cependant de savoir tout. Et c'est ce qui explique pourquoi ils réagiront si différemment à quelques mois d'intervalle. Quand il sera arrêté à New York, DSK bénéficiera encore d'un barreau d'honneur de son entourage, indigné par la brutalité de la justice américaine et incapable d'admettre des années d'inclairvoyance. Nous ne pouvons pas croire à sa culpabilité. Et il sera bientôt au milieu de nous. L'histoire que l'on nous propose n'a rien à voir avec le Dominique Strauss-Kahn que nous connaissons, que beaucoup de Français connaissent. Dans le domaine particulier des agressions sexuelles, on assiste à un phénomène qui est, à mon sens, inquiétant pour la justice, qui est la sacralisation de la parole de la victime. Nafissatou Diallo sera soupçonnée de tous les vices, accusée de tous les maux. Scénarios rocambolesques, propos indignes, dithyrambes hypocrites, profitant des incohérences d'un procureur américain, préoccupé par sa propre réélection, la machine à communiquer tournera jour et nuit. Mais lorsque sera rendue publique l'affaire du Carlton, c'est un lourd manteau de plomb qui écrasera DSK et plus personne ne viendra à son secours. Cela dit, le plus étrange de ce que ses proches ignoraient, ou plutôt de ce qu'ils ne voulaient pas admettre, n'est pas ce que l'on croit. Le plus étrange, c'est que DSK ne voulait pas vraiment, ne voulait pas assez être président de la République et que tout le monde autour de lui a continué pendant des années à faire comme si. Bien sûr, il s'était présenté en 2006 aux primaires socialistes. Bien sûr, il avait en tête la présidentielle de 2012. Mais parce qu'il était un bon professionnel et qu'il se croyait capable de faire le job. On s'imagine que les hommes politiques ont tous envie d'être présidents et qu'ils rusent ou qu'ils font les coquettes quand ils disent hésiter. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ici que vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle de 2012 ? Voyez, vous ne pouvez pas vous réfréner, mais moi oui. Le mandat qui m'a été proposé par le board est de 5 ans et je l'ai accepté. Rien d'autre à dire. Difficile à croire, mais DSK hésitait vraiment devant l'Élysée. D'où le lourd tribut que son inconscient lui fera payer quand il s'en approchera de trop près. Il n'est pas né en se disant « je serai président de la République ». Il n'a pas cette dimension, soit politicienne, soit d'incarnation de la France. Et la présidentielle, il la repoussait. Il voulait bien que toutes les conditions soient réunies. Mais il n'avait pas fait son choix, définitivement. C'est la situation qui s'est imposée à lui. C'est qu'il y a des millions de gens qui, tout à coup, ont dit « c'est lui ». Et donc, il s'est retrouvé devant cette exigence qu'il n'avait pas totalement instruit et construit. Oui, mais vous, ces mousquetaires, ces petits loups, comme ils vous appelaient, vous pensiez le changer. Je pensais que la politique était au-dessus de tout cela. Hein, que de toute façon, bon, voilà, il correspondait à la situation. Je crois que je ne m'étais pas trop trompé. Et donc, il y allait avoir un mouvement vers lui. Et il serait contraint de se contraindre. Par cela, par cette situation-là. C'est ça, mon raisonnement. Donc après, on connaissait Dominique Strauss-Kahn, voilà, pour la manière dont il vivait. Pas dans les proportions qu'on a connues plus tard, mais bon, voilà. Et donc, tout ça allait passer parce que l'enjeu, ou tout du moins c'est comme ça que moi je le concevais, était tellement plus important que les éléments de la vie quotidienne qu'il allait être contraint de se tenir, si on peut dire. Voilà, c'est l'histoire de DSK. L'histoire d'un homme dont l'entourage sous-estimait manifestement la jouissance, comme s'il n'était qu'un polisson, un osseur, un dragueur un peu pressant. Certes, toutes les charges contre lui ont été abandonnées aux États-Unis.
mais il aura tout de même risqué d'être emprisonné à vie pour séquestration, tentative de viol, actes sexuels criminels et 4 autres chefs d'inculpation. Pendant des années, DSK avait pourtant multiplié les passages à l'acte comme autant de signaux d'alarme. Il avait fait du borderline un art de vivre, et il l'avait fait ouvertement. Non, le donjuanisme ou le libertinage n'ont jamais été le problème. Le problème, c'est que DSK ne voulait renoncer à rien. Il voulait vivre aux côtés d'une épouse dévouée et multiplier les aventures, devenir le leader de la gauche unie et jouir d'un riad à Marrakech, être à midi l'égal de Barack Obama et à minuit le compère des pieds nickelés de Lille. DSK voulait jouir de l'amour, du pouvoir, du sexe, de l'argent, mais aussi de cet enivrement pernicieux que procure l'irresponsabilité à ceux qui se croient sans maître. New York, retour là où tout a basculé. C'était comme aujourd'hui un samedi. La ville était tranquille, le week-end prenait son temps. C'était il y a un siècle, c'était il y a 2 ans, le 14 mai 2011. Il est un peu plus de midi, une femme de chambre de l'hôtel Sofitel pénètre dans la suite de Dominique Strauss-Kahn, qui dans la salle de bain sort de sa douche. C'est la croisée des chemins, ce moment insaisissable où le destin semble comme suspendu. DSK voit Nafissatou Diallo. Dans quelques heures, il doit rentrer à Paris, dans quelques jours déclarer sa candidature. Tout est encore possible. S'il fait un pas en arrière, ce sont les habits de président qu'il revêtira peut-être. S'il fait un pas en avant, c'est la tenue des prisonniers de Rikers Island qui l'attend. Cela semble si simple. Il lui suffit de se contraindre, aujourd'hui, au moins aujourd'hui. Mais l'homme qui voulait tout veut aussi cette femme, et il fait un pas en avant.